Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'UE méthode d'exploration en physiologie humaine et nous allons aborder l'exploration de la fonction ventilatoire qui sera la partie introductive au TP de mécanique ventilatoire, en particulier le TP de spirométrie. Commençons ce cours par quelques généralités sur le système respiratoire. Vous connaissez déjà un certain nombre d'éléments. Vous savez que les différents organes qui sont impliqués dans la fonction ventilatoire sont tout d'abord le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, qui se divisent ensuite en deux bronches principales, et puis ensuite en différentes bronchioles, dont nous verrons l'architecture et la ramification un petit peu plus tard, les deux poumons et la plèvre, les muscles respiratoires, intercostaux et le diaphragme. Le poumon représente une surface d'échange énorme d'environ 75 mètres carrés par poumon. Cette surface d'échange permet d'apporter l'oxygène aux cellules de l'organisme, mais également de permettre l'enlèvement du CO2. Cette fonction est indispensable au métabolisme aérobie et cet épithélium respiratoire interne va être de structure particulière puisqu'il aura une fonction à la fois de protection, mais il aura également une fonction d'absorption et d'échange, notamment de gaz dissous que nous aborderons par la suite dans le cours. Les poumons sont enfermés dans la cage thoracique. Cette cage thoracique permet à la fois de maintenir un environnement humide, d'assurer une protection de la surface d'échange qui est très sensible et fragile, et les différents muscles, à la fois le diaphragme et les muscles intercostaux, permettent d'assurer la fonction de pompe musculaire qui est indispensable à la fonction de respiration. Le système respiratoire assure 4 fonctions essentielles. La première correspond aux échanges des gaz entre l'atmosphère et le sang. La deuxième est une fonction de régulation homéostatique du pH. Les poumons peuvent réguler le pH du sang en retenant ou en éliminant sélectivement le gaz carbonique, CO2. La troisième fonction est une fonction de protection contre les pathogènes inhalés et les substances irritantes. L'épithélium respiratoire est bien équipé pour lutter contre des intrants indésirables avant qu'ils ne puissent passer la barrière pulmonaire. La quatrième fonction est la fonction de phonation. Lorsque l'air expiré traverse les cordes vocales, correspondant à des bandelettes de tissu conjonctif, celles-ci vibrent et créent des sons utilisés pour la parole, le chant, voire d'autres formes de communication. Le système respiratoire comprend les structures qui sont impliquées dans la ventilation et les échanges gazeux. Il comprend tout d'abord un système de conduction qui lui-même est subdivisé en voies aériennes supérieures et voies aériennes inférieures. Les voies aériennes supérieures comprennent la cavité nasale, la bouche, le pharynx et le larynx. Les voies aériennes inférieures comprennent la trachée, les deux bronches souches, leurs branches et les poumons, la partie thoracique. Le thorax est limité par les os de la colonne vertébrale, les côtes et les muscles associés. L'ensemble forme ce que l'on appelle la cage thoracique. Les muscles sont constitués du diaphragme, un muscle squelettique en forme de dôme et formant le plancher de la cage thoracique. Les muscles intercostaux internes et externes réalisent la jointure des 12 paires de côtes. Les muscles sternocléido-mastoïdiens et scalènes joignent la tête et le cou au sternum et aux deux premières côtes. Les poumons sont faits d'un tissu léger et spongieux, essentiellement occupé par des espaces pleins d'air. Chaque poumon est entouré d'un double sac pleural dont les feuillets recouvrent l'intérieur du thorax et la surface externe des poumons. Chaque feuillet constituant la plèvre est formé
de plusieurs couches de tissu conjonctif élastique et de nombreux capillaires. Les deux feuillets sont séparés par une très fine couche de liquide pleural qui exerce plusieurs rôles. Elle offre une surface humide et glissante et elle maintient les poumons étroitement contre la cage thoracique. Sur le schéma de gauche, vous pouvez distinguer le système respiratoire et les différentes entités qui le constituent. Vous pouvez distinguer dans la partie supérieure la cavité nasale, qui est suivie du larynx, au niveau duquel sont localisées les cordes vocales, puis ensuite la trachée, conduit unique, qui se subdivise en deux conduits, les deux bronches souches, amenant l'air et assurant les échanges gazeux avec le poumon droit qui est constitué de 3 lobes et le poumon gauche qui lui ne comprend que 2 lobes. À droite, vous pouvez distinguer les muscles de la mécanique ventilatoire. Les muscles inspiratoires qui sont localisés sur la partie gauche du schéma de droite comprennent le diaphragme et les muscles intercostaux externes. Par contre, les muscles qui sont impliqués dans la fonction expiratoire sont les muscles abdominaux et les muscles intercostaux internes. D'autres muscles sont impliqués également dans les mouvements de la cage thoracique. Ce sont les muscles sternocléido-mastoïdiens et les muscles scalènes. La trachée correspond à un tube semi-flexible maintenu ouvert par 15 à 20 anneaux cartilagineux en forme de C. Elle descend dans le thorax où elle se divise en 2 bronches souches, une bronche pour chaque poumon. Comme la trachée, les bronches sont des tubes semi-rigides contenant des structures cartilagineuses. Dans les poumons, les bronches se divisent de façon répétitive. On considère les divisions de 2 à 11 en bronches progressivement plus petites. Ces petites bronches se divisent ensuite pour devenir des bronchioles, petites voies qui peuvent être comprimées et composées de muscles lisses. Les bronchioles continuent de se diviser, ce sont les divisions de 12 à 23, jusqu'aux bronchioles respiratoires qui font la transition entre les voies aériennes et l'épithélium d'échange du poumon. Au niveau structural, elles ont la même structure tissulaire que la trachée. Nous verrons dans un schéma récapitulatif ce que l'on retrouve au niveau de la paroi de la trachée et des bronches. L'épithélium, qui est initialement un épithélium cylindrique cilié, va progressivement se transformer en un épithélium cuboïdal non cilié. La paroi des bronches et des bronchioles permettant d'assurer un apport sanguin. Elles sont très richement irriguées. Elles sont également innervées par des structures nerveuses et elles permettent également un drainage lymphatique. Leur fonction est une fonction de réchauffement et d'humidification de l'air inspiré, mais elles ont également un rôle dans l'enlèvement des particules et dans le réflexe de toux. Abordons désormais quelques notions sur les bronchioles respiratoires et les alvéoles pulmonaires. Les alvéoles forment des grappes aux extrémités des bronchioles terminales, représentent la plus grande partie du tissu pulmonaire. 2 types de cellules épithéliales sont présentes dans les alvéoles, en nombre approximativement égal. Ce sont les pneumocytes de type 2, qui sécrètent en particulier le surfactant, qui est un mélange de protéines et de phospholipides, et de pneumocytes de type 1, plus plats, qui eux vont participer aux échanges gazeux. Ce surfactant va se mélanger à la fine couche de liquide à la surface des alvéoles pour aider le poumon à se dilater pendant l'inspiration. Les pneumocytes de type 1, plus grandes et plus fines, permettent la diffusion des gaz. Sur la plus grande partie de la surface d'échange, une fine couche
de lames basales fusionnent l'épithélium alvéolaire et l'endothélium. Les fines parois alvéolaires ne contiennent pas de muscles qui entraveraient les échanges gazeux. Le tissu pulmonaire lui-même ne peut donc pas se contracter, mais le tissu conjonctif entre les alvéoles est riche en élastine qui crée une force élastique de rétraction quand le poumon est étiré. Les alvéoles pulmonaires ont pour fonction la respiration externe. Elles permettent également d'assurer une défense contre les microbes. Sont présentes en particulier des macrophages que l'on appelle les macrophages alvéolaires qui vont avoir pour fonction de phagocyter les éventuelles particules pénétrant jusque dans les parties profondes des poumons, donc les alvéoles pulmonaires. Elles ont et elles continuent d'exercer également un rôle dans le réchauffement et l'humidification de l'air inspiré. Dans ce tableau, vous pouvez distinguer les différents niveaux de division et le nombre de conduits issus de ces divisions au niveau des zones conductrices et des zones respiratoires. La zone conductrice comprend la trachée, les bronches, les bronchioles et les bronchioles terminales. La zone respiratoire comprend les bronchioles respiratoires, les canaux alvéolaires et les sacs alvéolaires. Vous pouvez distinguer que le niveau de division 0 correspond à la trachée, c'est un conduit unique. À partir de 1, c'est le premier niveau de division qui permet de passer de la trachée aux deux bronches principales, et ces divisions sont au nombre de 23. Sur la figure de gauche, vous retrouvez la structure des sacs et alvéoles pulmonaires. Vous retrouvez également un certain nombre de structures tissulaires qui entourent ces sacs et alvéoles pulmonaires, tels que du muscle lisse, mais également un très grand nombre de fibres élastiques qui sont constituées de fibrillines et d'élastine et qui permettent de donner cette élasticité particulière au poumon et qui permettra au poumon de retrouver sa forme initiale au moment de l'expiration. Vous retrouvez également un certain nombre d'architectures vasculaires avec des artérioles et des vénules qui viennent tout autour du tissu pulmonaire pour assurer les échanges gazeux et la nutrition également du tissu. À droite est détaillée la structure d'une alvéole pulmonaire. Je vous ai dit précédemment qu'au niveau de cette alvéole pulmonaire, on retrouvait, constituant la paroi de l'alvéole, deux types principaux de cellules, les pneumocytes de type 1, qui sont des cellules assez volumineuses mais relativement plates. Ce sont elles qui vont assurer les échanges gazeux. Et le deuxième type de cellules sont les pneumocytes de type 2, qui sont plus petites mais plus hautes que les pneumocytes 1. Et ces pneumocytes de type 2 vont être responsables notamment de la sécrétion de surfactants, et vous pouvez distinguer sur le schéma de droite la distribution du surfactant qui vient recouvrir la totalité de la surface alvéolaire. Et c'est le contact entre le pneumocyte de type 1 et le capillaire sanguin qui va assurer la formation de la barrière alvéolo-capillaire. La figure de gauche représente l'arborescence des voies aériennes à partir de la trachée. Vous distinguez la trachée qui se ramifie en deux branches souches, et ensuite la branche souche se divise encore 22 fois, se terminant en une grappe d'alvéoles. À droite, vous pouvez distinguer une architecture assez réaliste de l'anatomie d'un lobule pulmonaire. Chaque grappe d'alvéole est entourée par des fibres élastiques et un réseau de capillaires qui vont assurer les différents échanges gazeux ainsi que la nutrition du tissu pulmonaire. Cette figure est une représentation schématique comparative des parois des voies aériennes pulmonaires. La muqueuse des conduits s'appelle la muqueuse respiratoire.
nous ne décrirons que les éléments spécifiques, notamment les variations de la structure le long de l'arbre bronchique. Ainsi, lors de la progression dans l'arbre bronchique, particulièrement dans sa partie distale, la zone de transition, on va passer progressivement de la nécessité de produire du mucus, l'air est alors conditionné, à celle de produire du surfactant alvéolaire indispensable aux structures d'échange. Plus généralement, on va passer progressivement de la structure caractéristique des conduits, mésenchyme axial, à celle du parenchyme pulmonaire. Cela aura des conséquences à la fois cytologiques et histologiques. Au niveau épithélial, l'épithélium dit respiratoire est caractérisé par la présence de deux types cellulaires supplémentaires, la cellule Ambros et la cellule de Clara. La cellule Ambros correspond à une cellule non ciliée avec des microvillosités apicales, d'où son nom. Il est probable qu'elle soit un intermédiaire dans la différenciation des cellules souches en cellules ciliées. Elle est aussi appelée pneumocyte 3 car elle représente environ 5% des cellules épithéliales alvéolaires chez les rongeurs. Chez l'homme, elle n'a été décrite que dans l'arbre bronchique. La cellule de Clara correspond à une cellule prismatique, sans cils ni microvillosité. Elle est présente dans la partie distale de l'arbre bronchique, au niveau de la zone de transition. Elle est aisément repérable par son pôle apical en forme de dôme saillant sur l'épithélium cubique. La cellule de Clara est une cellule de transition entre les cellules des voies de conduction et celles de la zone d'échange. C'est une cellule épithéliale des voies de conduction. Elle est capable de sécréter des composants protéiques du surfactant alvéolaire, les apoprotéines. Elle présente des potentialités de cellules souches, les cellules basales étant absentes à ce niveau-là. Un élément essentiel également de cette représentation comparative des parois des voies aériennes pulmonaires est la présence de structures cartilagineuses au niveau de la trachée et des bronches, leur absence au niveau des bronchioles et des alvéoles. Vous pouvez distinguer également qu'entre la trachée, les bronchioles et les alvéoles, la paroi va considérablement diminuer d'épaisseur pour devenir extrêmement fine au niveau des alvéoles pulmonaires. Vous pouvez distinguer également la présence de structures musculaires, de fibres musculaires au niveau de la trachée et des bronches, mais également au niveau des bronchioles, et leur absence au niveau des alvéoles. Au sein de la structure alvéolaire, nous pouvons retrouver les cellules alvéolaires de type 1, que l'on appelle également les pneumocytes de type 1 et qui interviennent dans les échanges gazeux. Les cellules alvéolaires de type 2, appelées également pneumocytes de type 2, étant les cellules à surfactant qui synthétisent le surfactant. Et nous pouvons également retrouver des cellules endothéliales du capillaire qui vont rentrer dans la composition et la constitution de la barrière alvéolo-capillaire, et enfin des macrophages alvéolaires qui ont un rôle de défense et de protection et qui ingèrent le matériel étranger. La barrière alvéolo-capillaire correspondant à la surface d'échange alvéolaire est constituée de l'endothélium, du capillaire, d'une lame basale et du pneumocyte de type 1, puisque c'est à ce niveau-là que vont se faire les échanges gazeux d'O2 et de CO2 et qui sont symbolisés sur la figure de droite par la flèche bleue. L'air passant de l'espace aérien alvéolaire vers le sang. Les poumons sont au nombre de 2, ils sont localisés dans la cage thoracique, ils ont une forme de cône délimitant la partie supérieure qui est l'apex, la partie inférieure qui est la base, et sur les côtés, on peut retrouver les faces costale et médiale. La face médiale est donc située au niveau du médiastin, qui correspond à la région de la cage thoracique située entre les deux poumons et contenant le cœur, l'œsophage, la trachée et les deux bronches souches. De gros vaisseaux sanguins et lymphatiques ainsi que des nerfs y passent également.
Le médiastin correspond au contenu de la cage thoracique sans les poumons. Le poumon droit comporte 3 lobes, supérieur, moyen et inférieur, alors que le poumon gauche ne contient que 2 lobes, supérieur et inférieur, dus à la place tenue par le cœur côté gauche. On peut retrouver également dans cette cavité la plèvre et la cavité pleurale, délimitées par la plèvre viscérale, qui est le feuillet adossé au poumon, la plèvre pariétale, qui est le feuillet en contact avec la cage thoracique, et entre les deux est située la cavité pleurale, un espace extrêmement mince qui est rempli de liquide pleural sur lequel la plèvre viscérale et la plèvre pariétale vont pouvoir coulisser l'une sur l'autre, permettant de faciliter les mouvements de la cage thoracique et l'activité respiratoire. Comme je vous l'ai précisé précédemment, le poumon droit comporte 3 lobes, le lobe supérieur, le lobe moyen et le lobe inférieur, alors que le poumon gauche ne comporte que 2 lobes, le lobe supérieur et le lobe inférieur. Les fonctions et comportements de la plèvre sont symbolisés par le ballon rempli de liquide sur lequel la main vient appuyer. C'est ce qui symbolise finalement l'augmentation de taille des poumons lors de l'inspiration et ce que peut faire la plèvre au cours de l'augmentation de taille des poumons. Alors la plèvre, c'est une membrane qui tapisse l'intérieur de la paroi thoracique et enveloppe les poumons. Le feuillet qui vient recouvrir les poumons est la plèvre viscérale. Le feuillet qui vient tapisser la cage thoracique correspond à la plèvre pariétale. Et entre les deux est située la cavité pleurale avec du liquide séreux. Quel est le rôle et la fonction de la plèvre? La plèvre permet notamment de protéger les poumons en atténuant les chocs et en bloquant le passage de certains virus et bactéries. En cas de présence de liquide au sein de cette cavité, on parle de pleurésie. En cas de présence d'air, il s'agit d'un pneumothorax. Il existe 2 types de respiration. La respiration dite interne ou cellulaire, qui correspond aux différentes réactions liées à l'oxygène et des molécules organiques afin de produire de la chaleur, du CO2, de l'eau et de l'énergie sous forme d'ATP. Puis la respiration externe, correspondant aux échanges d'air entre l'atmosphère et les poumons, c'est la ventilation, les échanges d'O2 et de CO2 entre les poumons et le sang, le transport d'oxygène et du gaz carbonique par le sang et les échanges de gaz entre le sang et les cellules. Cette figure représente une vue d'ensemble des respirations externes et cellulaires. L'échange 1 correspond aux échanges entre l'atmosphère et le poumon par le biais des alvéoles pulmonaires. L'échange 2 entre le poumon et le sang au travers de la barrière alvéolo-capillaire. Le transport des gaz par le sang par les différents vaisseaux appropriés. Il y a à la fois une circulation pulmonaire bien évidemment et une circulation systémique. Et enfin, les échanges 3 correspondant aux échanges entre le sang et les cellules. Et c'est au niveau des cellules qu'a lieu la respiration cellulaire. La respiration ne peut se faire que grâce à une circulation sanguine qui est adaptée et performante, à la fois au niveau général, mais également au niveau cardio-respiratoire. Vous avez eu un cours sur le système cardiovasculaire. Vous devez avoir normalement toutes les notions vous permettant de comprendre à la fois cette circulation systémique et cette circulation cardio-respiratoire. Chaque alvéole est entouré d'un réseau capillaire très abondant permettant à la fois la nutrition du tissu, mais les échanges de gaz entre
l'air présent dans l'alvéole et le sang circulant. La respiration externe, vous pouvez distinguer sur la figure en bas à gauche, permet les échanges de gaz entre l'air alvéolaire et le sang capillaire. Le vaisseau qui apporte le sang à l'alvéole pulmonaire contient un sang dont la pression partielle en oxygène est de 5,3 kPa, ce qui équivaut à 40 mm de mercure. La pression en CO2 est plus élevée puisque ce sang est désoxygéné, il est chargé en CO2. La pression partielle en CO2 est de 5,8 kPa, ce qui représente 44 mm de mercure. Une fois que ce sang va assurer les échanges avec l'air alvéolaire, l'air va donc transmettre de l'oxygène au sang, le sang va donc se charger en oxygène et la pression partielle en oxygène va augmenter. Vous voyez que sur le sang qui part de l'alvéole, c'est du sang rouge, la pression partielle en oxygène est de 13,3 kPa, ce qui représente 100 mm de mercure, et la pression partielle en CO2 est de 5,3 kPa ou 40 mm de mercure. La barrière alvéolo-capillaire va assurer les échanges entre l'air présent dans l'alvéole et le sang. Elle correspond au contact entre une couche endothéliale, qui est la couche du capillaire, et le pneumocyte de type 1, qui caractérise la paroi de l'alvéole pulmonaire. Et c'est uniquement au niveau des pneumocytes de type 1 que vont se faire les échanges gazeux entre l'air de l'alvéole et le sang du capillaire. Abordons désormais les lois physiques des gaz. Les gaz les plus présents dans l'atmosphère sont l'azote, environ 78%, l'oxygène, environ 21%, le dioxyde de carbone, environ 0,04%, et un ensemble de gaz rares, dont principalement l'argon, représentant environ 0,96%. La loi de Dalton indique que la pression totale d'un mélange de gaz est la somme des pressions de chacun des gaz du mélange. La pression atmosphérique est égale à la pression en oxygène, plus la pression en gaz carbonique, plus la pression en azote, plus la pression de chacun des gaz rares constituant le mélange, plus la pression de l'eau. Les gaz seuls ou en mélange se déplacent des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Sur cette diapositive, je vous ai mis l'ensemble des pressions partielles des différents gaz composant l'air à différentes températures et taux d'humidité. Vous avez les valeurs de pression partielle à 25 degrés et 0% d'humidité, la pression partielle à 25 degrés et 100% d'humidité, et la pression partielle à 37 degrés et 100% d'humidité. Vous pouvez distinguer que la pression de l'eau, de l'azote, de l'oxygène, du dioxyde de carbone et des gaz rares varie en fonction du taux d'humidité et de la température de l'environnement, mais la pression totale restera de 760 mm de mercure. La loi de Boyle-Mariotte indique que si le volume d'un récipient contenant un gaz change, la pression du gaz changera en sens inverse. Vous connaissez la formule P1V1 égale P2V2. Quand le volume diminue, les collisions et la pression augmentent. Ainsi, si le volume est de 1 litre et la pression est de 100 mm de mercure, lorsque le volume est diminué à 0,5 litres, il est donc diminué de moitié, la pression va doubler, elle va passer de 100 mm de mercure à 200 mm de mercure. La dernière partie de ce cours correspond à la partie TP, puisque en TP, nous allons faire de la spirométrie.
La spirométrie correspond à l'évaluation de la fonction pulmonaire d'un patient par la mesure de la quantité d'air que le sujet déplace pendant, d'une part, la respiration de repos et au cours d'un effort maximal. Il existe différents types de spiromètres. Le spiromètre qui est représenté ici est un spiromètre mécanique, tel qu'il pouvait être utilisé il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Désormais, nous avons des spiromètres qui sont électroniques et qui ne font plus appel à l'appareillage qui est représenté ici sur cette diapositive. Quoi qu'il en soit, le tracé que vous allez obtenir au cours des différents mouvements respiratoires, que ce soit en respiration de repos ou au cours d'un effort maximal, sera représenté globalement de la même façon. Vous pouvez distinguer que le tracé monte au cours de l'inspiration, le tracé descend au cours de l'expiration. Nous pouvons donc mesurer les différents volumes qui sont mobilisés au cours de l'inspiration, de l'expiration et au cours d'un effort inspiratoire ou expiratoire maximal. Quand le sujet inspire, l'air se dirige vers les poumons, le volume dans la cloche diminue et le stylo monte sur le tracé. C'est la façon dont fonctionne le spiromètre représenté ici sur cette diapositive. Cette figure correspond à la représentation des volumes et capacités pulmonaires. Il faut connaître cette figure parfaitement. Y est représenté le volume courant, c'est-à-dire le volume qui va correspondre au volume d'air intervenant dans l'inspiration et l'expiration, est représenté également le volume de réserve expiratoire, le volume de réserve inspiratoire, la capacité pulmonaire totale, la capacité inspiratoire, la capacité vitale, la capacité résiduelle fonctionnelle et enfin le volume résiduel. Les volumes qui sont indiqués sont des volumes moyens, ils sont représentatifs d'un individu générique entre guillemets. Vous verrez que d'un individu à l'autre, ces volumes vont être amenés à varier, quelquefois considérablement. Donc retenez que les volumes qui sont indiqués ici sur ce schéma sont des volumes moyens. Ces définitions sont parfaitement à connaître, il faut donc les apprendre par cœur. Le volume courant, ou VT, est le volume d'air qui se déplace pendant une seule inspiration ou expiration normale tranquille. Il est d'environ 500 ml en respiration de repos. Vous pouvez le visualiser sur la diapositive et le schéma qui était présenté juste avant. Le volume de réserve inspiratoire, VRI, correspond au volume supplémentaire, et le terme supplémentaire est très important, qui est inspiré au-dessus du volume courant. Il est d'environ 3 litres, 3000 ml. Le volume de réserve expiratoire, ou VRE, correspond à la quantité d'air expiré de façon forcée à la fin de l'expiration normale. Il est d'environ 1100 ml, 1 litre 1. Le volume résiduel, VR, correspond au volume d'air restant dans les voies aériennes après une expiration maximale. La capacité correspond à la somme de deux ou plusieurs volumes pulmonaires. La capacité vitale, CV, correspond au VT plus VRI plus VRE et correspond à la quantité maximale d'air pouvant être mobilisée volontairement en une seule respiration. La capacité pulmonaire totale, CPT, correspond à CV plus VR. La capacité inspiratoire correspond à VT plus VRI. La capacité résiduelle fonctionnelle correspond à VRE plus VR. Sont symbolisés sur cette diapositive les différents mouvements du diaphragme au cours de la respiration. Au repos, le diaphragme est relâché. Lorsqu'il y a inspiration, le diaphragme se contracte, il s'abaisse, le volume thoracique augmente et l'air rentre dans les poumons. Lorsqu'il y a expiration, le diaphragme se relâche,
le volume thoracique diminue et l'air sort ainsi des poumons. À quoi correspond la compliance et l'élastance? Une ventilation efficace dépend de la capacité des poumons à se distendre normalement. La plus grande partie du travail des poumons consiste à surmonter la résistance élastique des poumons et à étirer la cage thoracique. La compliance correspond à la capacité des poumons à s'étirer. L'élastance correspond quant à elle à la capacité du poumon à reprendre son volume de repos quand la force d'étirement a disparu. À quoi correspondent les tests de spirométrie? La spirométrie, du latin spirare, respirer, et du grec métron, mesure, est un test de mesure de la respiration, le plus fréquent des tests de contrôle de la fonction pulmonaire. Vous avez représenté ici une courbe de spirométrie normale. C'est une courbe débit-volume normale. Elle est composée de deux parties. Vous avez une partie représentée dans la partie supérieure du graphe, au-dessus de 0, qui correspond à l'expiration. La partie inférieure, arrondie, correspond à l'inspiration. Au cours de l'expiration, c'est-à-dire la partie supérieure de la courbe, vous pouvez distinguer la toute première partie de la courbe qui augmente très rapidement jusqu'à obtenir un maximum. Ça sera le maximum du débit en litres par seconde. Au cours de cette partie de la courbe, c'est l'air des hautes voies respiratoires qui va sortir. Ensuite, à partir du moment où la courbe commence à décroître, cela correspond à la partie des voies respiratoires plus profondes qui va sortir. Nous décrirons exactement ces différentes courbes en TP. Comme je vous l'ai dit précédemment, en ce qui concerne l'aspect descriptif de cette courbe, au-dessous de la ligne horizontale se trouve l'inspiration et au-dessus de la ligne horizontale se trouve l'expiration. Les volumes se trouvent en horizontal, les débits se trouvent en vertical. La notion de débit est une notion importante. On parle de débit de pointe. En général, ce sont les débits qui sont mis en évidence au point 75, 50 et 25 de la capacité vitale forcée. Une partie est effort dépendante alors qu'une autre partie est effort indépendante. Quels sont les critères d'acceptabilité de la boucle débit-volume? Il faut que le point de départ et le point d'arrivée de la courbe soient superposés. La boucle doit être fermée. Il faut un départ brutal à l'expiration, donc un angle droit par rapport à la ligne horizontale des volumes. Le débit de pointe doit être pointu. Le tracé de la courbe doit être continu, sans accident, si l'exercice est fait de façon correcte. Toutes ces notions vous seront normalement montrées en travaux pratiques. Comme son nom l'indique, la courbe volume-temps est une courbe représentant le volume d'air en fonction du temps. Ici, c'est le volume d'air expiré. À partir de cette courbe, on peut mettre en évidence le VEMS, le volume expiratoire maximal seconde, qui correspond au volume d'air expiré au cours de la première seconde d'expiration forcée. Cette notion vous sera également expliquée en TP. Sur une courbe volume-temps classique, vous serez en mesure de déterminer les débits sur cette courbe volume-temps. Vous serez capable également de déterminer le VEMS, le volume expiratoire maximal seconde, le VEMS sur CVF qui correspond au rapport de Tifenot, le débit instantané au point 75, 50 et 25 de la capacité vitale, le DEMM ou DME 25-75 correspondant au débit expiratoire maximal médian ou débit expiratoire maximal entre les points 25 et 75 de la capacité vitale. Dans le cas d'un syndrome obstructif, la courbe débit-volume
a une forme caractéristique, notamment la partie correspondant à l'expiration. Dans ce cas-là, les petites bronches sont partiellement obstruées à cause d'une condition pathologique, qui peut être l'asthme ou la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO. Un patient avec un syndrome obstructif a une courbe concave typique. Vous voyez bien que cette courbe est différente de la courbe d'un patient sain, normal, qui est symbolisée ici par les points. La partie ascendante, qui correspond à l'expiration de l'air des voies respiratoires supérieures, est identique à celle d'un patient normal, dans la mesure où dans le cas d'un syndrome obstructif, les voies respiratoires supérieures ne sont pas modifiées. Par contre, lorsque l'air va sortir des voies respiratoires plus profondes, correspondant aux voies aériennes qui peuvent être partiellement obstruées, notamment les petites bronches, vous voyez que l'air va sortir avec un débit beaucoup plus faible, réduit, ce qui permet d'obtenir cette courbe concave typique du syndrome obstructif. Dans le cas d'une courbe débit-volume chez un syndrome obstructif, la courbe est concave, le DEM 25-75 est trop bas, la CVF est normale. Dans ce cas-là, l'air des hautes voies respiratoires peut être expiré sans problème, le débit expiratoire de pointe sera donc normal. Après l'expiration, l'air des hautes voies respiratoires, l'air sort des petites voies. Dans le cas d'un syndrome obstructif, ces voies sont partiellement obstruées, l'air sortira donc moins vite et le débit sera donc diminué. Ceci est vérifiable sur la courbe, il y a un déclin rapide après le débit expiratoire de pointe, DEP. Le VEMS et le DEM 25-75 sont également diminués. Dans le cas d'un syndrome restrictif, le volume pulmonaire est trop bas. Comme les voies respiratoires sont normales, la courbe débit-volume a une forme normale. Comme résultat d'une CVF diminuée, le volume est trop bas. Le DEP peut être normal, mais également diminué. Le volume expiratoire maximal seconde, VEMS, est également diminué. L'indice de Tifno, par contre, est normal ou même élevé. Quelquefois, les patients peuvent montrer des signes d'un syndrome restrictif et d'un syndrome obstructif. On dira que ces patients présentent un syndrome mixte. La courbe débit-volume montre les caractéristiques des deux syndromes. Dans le cas de la courbe débit-volume chez un syndrome mixte, la CVF, le VEMS et le DEM 25-75 sont trop bas.